Aimable auditeur de l'heure du droit, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du numérique et aujourd'hui, il est plus qu'impératif que les plateformes digitales soient régularisées, pas seulement pour freiner les dérives en ligne, mais surtout pour protéger les œuvres diffusées sur le web. Il nécessite dans ce cas que nos cadres juridiques soient adaptés à cette nouvelle réalité. Quelles perspectives envisager pour garantir la liberté de création et la protection des droits? Nous en parlons dans cette émission avec Prince Mali Dieudonné, juriste d'entreprise et écrivain. Méchac Niaro à la présentation. Cher invité, bonjour. Bonjour, Ravi de vous avoir sur le plateau de l'heure du droit. merci beaucoup pour cette invitation. Oui. Alors, nous parlons aujourd'hui de droit d'auteur, nous parlons de création de contenu. Alors, quelle définition, quelle compréhension nous devons avoir du droit d'auteur? Ok, d'accord, merci beaucoup pour cette question. Bon, quand on parle du droit d'auteur, on veut parler des droits accordés aux créateurs d'œuvres originales, comme par exemple écrire un livre, produire des vidéos ou bien des contenus pertinents. Et le droit d'auteur est reparti en deux catégories. Oui, Nous avons par exemple les droits moraux. Quand on parle des droits moraux, dans moraux, il y a moral dedans. Les droits moraux, en fait, c'est les droits qui lient, en fait, le créateur du contenu, ou bien le créateur, celui qui détient l'ouvrage original, et ses droits. Par exemple, le droit doit être protégé. La personne a, en fait, le monopole. C'est que personne ne doit utiliser le même contenu et republier le contenu ou bien utiliser à des fins commerciales. Et nous avons également le droit patrimonial, c'est les droits patrimoniaux. Quand on parle de patrimoine, on veut parler du patrimoine de la personne, c'est-à-dire que à ce que la personne bénéficie de l'ouvrage, que ce soit dans les vidéos. Par exemple, quand vous allez sur YouTube, vous allez voir, il y a des contenus qui sont monétisés, également sur TikTok, ou bien soit si vous publiez des ouvrages en ligne, ces ouvrages sont monétisés. Moi également, en tant qu'écrivain, j'ai également plus de 10 ouvrages en ligne sur des plateformes. C'est disponible sur les plateformes internationales. Vous allez voir que ces ouvrages également sont monétisés. C'est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. C'est-à-dire en relation avec le patrimoine de la personne. d'accord. C'est Donc, ça. on retiendra le droit d'auteur, y compris des droits moraux et Des droits patrimoniaux. patrimoniaux. D'accord. Exactement. Il y avait le droit d'auteur de manière classique. Est-ce que vous pouvez revenir concernant les œuvres littéraires, concernant les productions, les brevets? Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Bon, par exemple, quand on parle des œuvres littéraires, bon, avant, bon, la conception, il y avait une autre type de conception, c'est que, bon, il n'y avait pas trop de protection, il n'y avait pas trop de sécurité également, bon, il n'y avait pas aussi ces ouvrages n'étaient pas utilisés à des fins commerciales. Donc, du coup, c'est au fur et à mesure que le temps passe, bon, les gens ont commencé par revendiquer. Quand vous voyez, par exemple, quand on parle du droit, vous allez voir, il y a plusieurs arrêts il y a des gens qui ont dénoncé, par exemple, quand on prend par exemple l'arrêt Branly, on parle par exemple beaucoup de choses, les gens ont dénoncé, les gens ont réclamé en fait leur paternité sur plusieurs ouvrages, sur plusieurs, que ce soit les inventions. Beaucoup de gens ont commencé par réclamer. C'est-à-dire qu'après la mort ou bien le décès de ces gens-là, Ayant droit. leur ayant droit ont commencé par réclamer. Vous voyez, c'est sur ces bases-là que le droit d'auteur est né. D'accord. C'est ça. Alors, est-ce que du fait d'être à l'origine d'une œuvre ou d'une production nous donne le droit d'auteur de facto? Oui, exactement. Si vous êtes euh, cette personne qui est à l'origine, vous avez le droit d'auteur. C'est-à-dire que cette conception vous appartient, cette œuvre vous appartient. Vous avez le droit de réclamer ce que vous voulez réclamer. J'ai cru apprendre qu'il y avait des démarches et des mécanismes à suivre avant d'avoir le droit d'auteur. Bon, tout d'abord, quand on parle des mécanismes, tout d'abord, vous devez être sûr que ce que vous-même vous avez produit comme œuvre est original. Vous devez être sûr que l'idée vient de vous. Parce que si, il y a par exemple des systèmes qui sont mis en place sur les réseaux sociaux, ou bien des systèmes, quand vous allez sur YouTube par exemple, il y a un formulaire qu'on remplit qui s'appelle le formulaire DCMA. Et vous allez voir que si quelqu'un reproduit ce que vous avez créé sur cette plateforme, il y a des systèmes qui sont automatisés. C'est-à-dire que des systèmes qui détectent automatiquement que
cette personne-là a vraiment fait a piraté votre œuvre ou bien cette personne a fraudé. Ça, si vous comprenez. Oui. Donc, du coup, il est important de comprendre que si vous savez bien, pertinemment, que c'est vous qui êtes à l'origine de cette œuvre, vous avez le droit. Maintenant, comment démontrer qu'on est à l'origine d'une œuvre lorsqu'on est sur le net? Tout d'abord, si vous allez par exemple sur YouTube, vous devez remplir le formulaire qui est là-bas. Là, on est dans la création de contenu. Dans la création de contenu, par exemple. Oui. Si vous avez, vous voulez mettre un contenu vraiment pertinent sur une plateforme même sur TikTok ou bien sur YouTube, vous devez remplir le formulaire. Parce qu'il y a une équipe juridique qui est positionnée là-bas pour s'assurer que votre ouvrage ne soit utilisé ou bien manipulé. Ça, si vous comprenez. Par exemple, quand vous allez sur les plateformes comme par exemple Draft2 Digital, qui sont des distributeurs d'ailleurs, et qui distribuent vos ouvrages sur Everent, sur Kobo, sur plusieurs plateformes, vous allez voir que une fois que vous publiez, il y a un système qui est mis sur place qui vérifie si l'ouvrage vient de vous. Et vous devez confirmer également. Maintenant, il y a une copie qui est enregistrée au cas où quelqu'un vient utiliser le même ouvrage pour publier. Soit on supprime le compte de la personne, ou soit on interdit, on bloque le compte de la personne. Donc c'est comme ça que ça se produit. D'accord. Si on se réfère un peu à ce que vous avez dit et que voilà, on compare un peu avec TikTok, on se rend compte sur TikTok que les gens reprennent des vidéos, des concepts, des trends inventés ou créés par d'autres personnes. Dans ce cas, le droit d'auteur, ça s'applique comment? Ou ça dépend des différentes plateformes? Bon, ça va dépendre des différentes plateformes. Par exemple, quand vous allez sur TikTok, vous devez connaître la politique que le créateur de TikTok a mis sur place. Parce que toute chose qui a été créée a une politique derrière. Vous allez sur YouTube, par exemple, il y a une politique. C'est parce que beaucoup de gens ne sont pas aussi informés sur l'utilisation de ces plateformes. Vous allez sur Facebook. Il y a par exemple, il y a un système mis en place sur Facebook pour faire le commerce également, pour la vente. De la même manière, sur TikTok, vous pouvez promouvoir vos contenus. Vous pouvez promouvoir votre ouvrage. Ça, si vous comprenez. Donc, même sur TikTok, par exemple, si vous prenez la vidéo de quelqu'un et que vous republiez, parfois TikTok vous interdit. Ah oui? Parfois TikTok vous interdit. Pourquoi? Parce que cette personne a signalé que non, que le contenu là lui appartient. Ouais. Même si vous allez sur YouTube, c'est la même chose. Vous pouvez coller la vidéo ou bien faire discuter sur la vidéo, il n'y a pas de souci, mais republier la même vidéo, vous aurez des sanctions. Donc on comprend par là que le droit d'auteur dépend, l'application du droit d'auteur dépend de la plateforme sur laquelle on est. Exactement, ça dépend de la plateforme et chaque plateforme a ses politiques. Revenons un peu à la question de création de contenu. Vous avez cité des exemples d'œuvres, de l'écriture, des romans. Si on se limite aux plateformes qui sont très prisées actuellement, quels sont les types de contenus qui sont frappés de droit d'auteur? D'accord. Bon, par exemple, il y a des types de contenus qui sont frappés de droit d'auteur. Si par exemple, vous êtes en train de donner une formation particulière. Oui. Parce que tout d'abord, quand on donne une formation, vous n'êtes pas en train de savoir que cette formation, ces idées-là viennent de vous. Ou soit si vous écrivez un livre. Par exemple, je vais prendre un de mes livres que j'ai écrit, par exemple, sur les bonnes relations commerciales et coacher des gens en business. Si quelqu'un reproduit la même chose, ou bien utilise cette même vidéo en effet commercial ou bien pour vendre, ou bien quelqu'un peut utiliser un contenu comme ça et vendre ça, c'est possible. Vous voyez? Donc, du coup, tout dépend de comment est-ce que vous avez produit aussi votre vidéo. Parce qu'il y a des contenus qui sont bien produits, il y a des contenus qui sont juste envoyés comme ça. Vous voyez? Donc, si vous produisez votre vidéo, vous devez savoir, par exemple, quand on prend les contenus qui sont liés au commerce, des contenus qui sont liés aux formations, ouais. Des contenus, je peux par exemple la production des films, la production des scènes, des films que vous voyez sur TikTok, tout ça là, ça c'est des idées qui viennent des gens. C'est des contenus qu'il faut vraiment protéger à coup sûr. Parce que quelqu'un peut utiliser ces mêmes types de contenus pour en faire un film, pour l'adaptation d'un film. Par exemple, quand quelqu'un écrit un roman, par exemple, il y a des romans qui sont utilisés pour les adaptations. C'est-à-dire que vous adaptez le roman à un film. Donc, du coup, si vous n'avez pas sécurisé ce roman-là, quelqu'un peut l'exploiter à tout moment. Et rien n'est sûr à 100% que votre ouvrage ou votre contenu sera à coup sûr protégé.
c'est un peu compliqué. Oui. Lorsque nous prenons par exemple les œuvres littéraires, dans le cas du Togo, on a le Butodra Oui. qui régularise les œuvres et qui affecte certaines œuvres du droit d'auteur. Maintenant, lorsqu'on est en ligne, est-ce qu'il y a une structure digitale qui s'occupe du droit d'auteur? Oui, actuellement au Togo, euh, c'est en train de venir, puisque par exemple, on prend par exemple la loi, on prend par exemple la loi numéro 2018, alinéa 026, qui porte sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Quand on parle de cybersécurité, on veut parler de ce qui a trait à la protection des données, même mais la protection des données et la lutte contre la cybercriminalité plutôt. Il y a par exemple des gens qui publient des contenus qui ne sont pas dignes d'être publiés, qui insultent des gens, qui démasquent des gens. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans ta vie privée, par exemple, parce qu'il y a le droit à l'image. Quelqu'un qui rentre dans ta vie privée prend ta photo sur Facebook, ou bien prend ta photo sur, sur TikTok, ou bien une vidéo de toi, et commence par parler en mal de toi. Vous devez savoir que c'est important que cette loi-là soit mise en vigueur. Et si vous dénoncez cette dernière, vous êtes dans votre droit. Vous êtes dans votre droit. Également, il y a aussi le droit sur... il y a par exemple les juristes. Il y a le droit qui a été mis en place actuellement pour des formalités juridiques, mais bon, qui est en train d'être appliqué. Pour le moment, ce n'est pas effectif à 100%, mais qui est en train d'être appliqué. Il y a le droit aussi sur la protection des données, aussi sur la propriété intellectuelle au Togo. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le contenu de ces cadres-là qui existent, ces instruments juridiques-là déjà présents? Bon, le contenu. Bon, par exemple, actuellement au Togo, parce que ces droits-là, sans vous mentir, ne sont pas vraiment développés. Parce qu'il y a aussi une école qui a été mise en place, qui a été inaugurée en 2024, sur l'école de la gouvernance de l'Internet. Ça, si vous avez entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Oui, qui a pour but de former les apprenants en cybersécurité, dans la lutte contre la cybercriminalité. Mais pour le moment, sans vous mentir, c'est des points qui ne sont pas encore développés. Parce qu'il faut vraiment que la jeunesse soit également informée et qu'on montre aux gens les bien-fondés de l'utilisation de ces lois-là. Voilà. D'accord. Alors, si on revient toujours sur la question de droit d'auteur, comment est-ce que les plateformes réagissent face au signalement de contenu piraté? Très bonne question, très bonne question. Par exemple, là, je viens de vous parler des plateformes qui distribuent les ouvrages. Par exemple, si vous publiez ou bien vous avez piraté un contenu, ou bien vous avez pris un contenu qui n'est pas le vôtre, Oui. et que vous publiez, par exemple, il y a des systèmes mis en place qui signalent automatiquement. C'est que le système est automatisé à telle enseigne qu'on signale que ce contenu ne vous appartient pas. Ou bien, si vous publiez, par exemple, un contenu, il y a une copie qui est gardée quelque part. Donc, le système tellement programmé à telle enseigne que si vous publiez, vous republiez la même chose, on détecte en même temps. Vous voyez? Et aussi, il y a aussi l'originalité, les noms, l'identifiant de la personne. Si par exemple, vous publiez, il y a des plateformes, par exemple, vous devez remplir ces plateformes avec votre nom, vous devez remplir avec votre adresse, ou bien avec votre numéro, ou bien votre empreinte digitale. Tout dépend. Parce qu'il y a aussi des plateformes, quand le système vous reconnaît, on sait en même temps que c'est vous. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Il y a aussi des censures. Soit on supprime votre compte, ou soit on vous interdit. Ou soit vous recevez en même temps une notification. Est-ce que le système dont vous parlez est disponible sur toutes les plateformes? Oui, moi personnellement, je suis sûr que c'est disponible. Si par exemple, il fait un moment, j'ai pris une vidéo, j'ai vu un contenu volontaire que j'avais essayé de republier, j'ai vu que non, le système a interdit. C'est disponible par exemple sur TikTok, sur YouTube également. Sur YouTube également et aussi sur Facebook. Par exemple, si vous voulez publier quelque chose sur Facebook et que le contenu que vous êtes en train de publier profère des injures, vous allez voir que le système peut même vous interdire la publication. Mais vous allez publier, mais ça ne sera pas publié. Ça, si vous comprenez. Parce qu'il y a des gens qui s'occupent, des gens qui voient en fait le fond des contenus avant d'agréer.
Ou bien, par exemple, je prends un exemple sur TikTok, vous voulez insulter quelqu'un. Oui. Et que vous commencez par écrire, le système vous interdit en même temps. Ou bien, le système ne vous donne pas l'accès de publier ce commentaire. Parce que ça profite des injures. C'est comme ça, c'est programmé. D'accord, merci pour ces éléments. Alors, vous avez parlé tantôt de certains contenus qu'on arrive à comment dire ça, je dirais, des auteurs des contenus qu'on arrive à identifier. Est-ce à dire que les personnes qui proposent des contenus et des œuvres ont une signature? Oui, c'est possible. Ces personnes ont des signatures. En fait, comme je viens de le dire, il est très important que des gens soient informés ou bien que des gens soient formés. Parce que, par exemple, moi, j'ai suivi un temps une formation en ligne sur la cybersécurité. Par exemple, comment détecter les faux emails, comment détecter les faux messages. Par exemple, quelqu'un peut vous pirater facilement. On peut vous dire, OK, donnez-moi votre adresse mail ou bien donnez-moi votre numéro de téléphone. Et bon, si vous recevez ce message, que vous croyez que ce message vient de Google ou bien de votre compte mail, vous envoyez, on va facilement vous pirater, que ce soit sur Facebook ou bien sur TikTok. Donc, vous devez tellement faire attention. C'est pourquoi il est très important que les jeunes soient vraiment informés sur le plan juridique, non seulement sur le plan juridique, mais aussi qu'ils soient vraiment outillés, qu'ils maîtrisent l'outil informatique. C'est très important. C'est l'occasion aussi de nous livrer quelques tips, quelques astuces pour se protéger en ligne. Bon, quelques astuces pour se protéger en ligne. Bon, si moi j'ai à livrer des secrets pour se protéger en ligne, tout d'abord, si vous voulez par exemple publier quelque chose, ou bien, bon, vous êtes là, quelqu'un vous envoie un message et dit que non, vous avez gagné tel prix, ou bien vous êtes bénéficié de tel prix. Ok, alors que vous savez pertinemment que vous n'avez rien fait pour mériter ça. Parce que quelqu'un ne peut pas venir en même temps pour vous proposer quelque chose de gratuit. Ou bien sur Facebook par exemple, ou bien sûr. C'est pourquoi vous devez bien vérifier les messages mail d'abord. Ou bien quelqu'un vous dit d'envoyer telle information pertinente. Ça en anglais, on appelle personal data, la protection des données personnelles. Vous devez savoir comment protéger vos données personnelles. Ou bien vous avez un ami que vous connaissez qui vous dit envoie-moi telle information. Que ce soit dans la vie active, quand quelqu'un vous dit ok, confie-moi ton information bancaire ou quelque chose comme ça, il faut vraiment faire attention. Donc vous devez savoir, même si vous travaillez dans une entreprise, toute personne n'est pas obligée d'avoir accès à votre compte ou bien de maîtriser le mot de passe de votre téléphone ou bien de votre PC, de votre ordinateur portatif. C'est très important. Parce que si les gens maîtrisent vos codes, il vous sera facile. C'est-à-dire qu'on peut utiliser même votre compte. Actuellement, vous allez voir que des gens sont innocents, mais on a utilisé inconsciemment leur compte pour publier des contenus qui ne doivent pas être publiés. Alors que ces personnes sont bien respectées dans la société. Vous voyez, ça veut dire que quelqu'un peut mentir sur vous, quelqu'un peut utiliser votre compte parce que vous avez de la visibilité, et quelqu'un utilise ce compte pour vraiment faire des mensonges sur vous, ou bien utiliser ce compte pour arnaquer les gens. Il y a des gens qui ont envoyé beaucoup d'argent, des millions, parce que les gens sont fait passer pour des stars, et inconsciemment, ils ont envoyé de l'argent parce qu'ils n'ont jamais suivi ce genre de situation. Donc, une fois que tu n'es pas informé de la situation, il te sera facile de tomber dans le piège. D'où l'importance d'être informé. D'être informé. Et surtout d'aller à l'information. Et de veiller également. De veille. De veille également. D'accord. Alors, on est toujours dans la logique du droit d'auteur. Et aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, de l'IA, on constate que beaucoup de créateurs de contenu ont recours à ce système-là pour produire leur œuvre. Alors, dans ce cas, comment est-ce que le droit d'auteur s'applique? Bon, par exemple, pour ceux qui produisent leur œuvre, tout d'abord, vous devez signaler. Si par exemple, je suis écrivain ici au Togo, je dois aller m'enregistrer à l'Abitodra, Bureau togolais des droits d'auteur. Oui. Parce que si je m'enregistre, j'aurai le droit de faire ce que je veux et personne ne peut republier ou bien recopier, utiliser ce que j'ai fait. Même si quelqu'un veut écrire par exemple un livre, la personne demande l'autorisation d'abord avant d'exploiter un chapitre de votre livre. Ça se fait. Même en ligne, si vous par exemple vous connaissez un auteur, un écrivain en ligne, vous avez lu sur lui et que bon, vous avez trouvé son contenu un peu pertinent, il y a son adresse mail, vous envoyez le message, vous lui dites ok monsieur, j'ai lu votre livre, j'ai trouvé votre livre vraiment très pertinent, très intéressant, je veux exploiter le chapitre 5 pour détailler, pour expliquer quelques trucs dans mon ouvrage que je suis en train de faire. Ou bien quelqu'un est en train de publier, quelqu'un veut diffuser un film et que tu utilises les mêmes contenus pour en faire une vidéo sur TikTok. Cette personne peut
peut te sanctionner, cette personne peut réclamer ses droits. Parce que quoi? Si vous savez pertinemment que cette personne, le contenu même ne vient pas de vous, cette créativité ne vient pas de vous, alors vous devez faire attention. C'est très important. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de revendiquer la paternité d'une œuvre générée par l'IA? La paternité d'une œuvre générée par l'IA. C'est-à-dire que on me prend en exemple, je vais sur ChatGPT, j'ai besoin de générer peut-être une vidéo parce que je suis créateur de contenu ou que je suis influenceuse. Et bon, voilà, c'est fait, je donne les consignes, tout est fait et je publie. Si par exemple, après, il y a des droits extra, des droits plutôt patrimoniaux, est-ce que je peux revendiquer la paternité si quelqu'un, ça c'est la première question. La seconde, c'est est-ce que si quelqu'un aujourd'hui copie le modèle que j'ai produit, est-ce que je peux l'attaquer? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je vais reposer cette question sur deux volets. Oui. Tout d'abord, rien n'est sûr que le contenu qui a été généré par l'IA vous appartient. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Parce que sur l'IA, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour qui passe, beaucoup de gens reproduisent les mêmes choses. Maintenant, c'est à vous de savoir comment personnaliser ce contenu. Par exemple, si vous avez créé un contenu, par exemple, vous devez savoir aussi comment imposer votre signature, votre marque dans cette œuvre-là. C'est quoi, par exemple, pour ceux qui produisent des contenus, ou bien pour ceux qui maîtrisent, par exemple, le digital, ou bien la création des contenus, des vidéos et tout ça, là, ils savent comment, en fait, personnaliser ça. Parce que l'IA est neutre, en fait. L'IA te produit ce que tu veux. Mais c'est à toi maintenant de transformer ce que l'IA a produit. Parce que si l'IA même, tu demandes à l'IA de te produire un test, par exemple, tu peux personnaliser le test là. Et il y a des tests, par exemple, qui sont produits sans expérience. Il n'y a pas de vie dans le test. Il n'y a pas de motivation dans le test. C'est comme si le test est fade. Il n'y a pas de... Je ne sais pas, vous ne sentez pas que c'est quelqu'un qui a écrit le test. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, il y a des gens qui m'approchent, je veux écrire un livre. Non, si tu écris un livre, il faut parler de tes expériences dans le livre. Ou bien, si tu produis un film, il faut que les gens sentent que tu as vécu l'expérience. Parce que si tu écris quelque chose comme ça juste parce que tout le monde peut le faire. Quelqu'un peut aller sur Google, quelqu'un peut aller demander une information en ChatGPT, quelqu'un peut aller lire quelque chose et venir déverser ça. Parce que la connaissance est partout. Maintenant, il est important de savoir sélectionner les connaissances, la connaissance et comment personnaliser la connaissance. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, si l'IA te produit une vidéo ou bien un contenu, c'est important de savoir comment personnaliser cette vidéo pour que ça t'appartienne. D'accord. Et une fois l'avoir personnalisé, avoir mis un brin de soi, est-ce qu'on peut dire que cette œuvre m'appartient? Oui, c'est possible. C'est pourquoi il y a des conditions sur ça. Si vous avez bien personnalisé, que vous savez que non, c'est vous qui définissez en fait les critères. Et comment est-ce que vous voulez que cette vidéo soit appréhendée du public. Donc, si vous avez fini de personnaliser, que vous voulez pas en mettre ça sur YouTube, c'est à vous d'aller maintenant remplir les formulaires pour notifier aux juristes qui s'occupent de la plateforme YouTube que non, cette œuvre m'appartient. Comment avoir accès à ces juristes-là dont vous parlez? Non, par exemple, si vous allez sur YouTube Studio, Oui. vous cliquez, vous continuez, vous allez voir les informations là-bas. On vous demande de remplir des formulaires, tout ça là. Et quand vous finissez de publier, vous remplissez le formulaire et vous envoyez le lien de la vidéo, vous envoyez la description de la vidéo. Et quand quelqu'un republie la même chose, la plateforme ne va pas agréer, ne va pas accepter. C'est comme si les YouTube, TikTok, ils travaillent en collaboration. Facebook, tout ça, ils travaillent en collaboration. Donc si, parce que c'est des systèmes, il y a quand même un système quand même qui protège tout. Et quand quelqu'un republie la même chose, automatiquement, le système va détecter. Oui. Maintenant, si par exemple, il y a eu fuite et qu'une personne a republié le même contenu que vous ou l'a plagié, comment est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans ses droits, revendiquer? Oui, en fait, il y a plusieurs plateformes pour revendiquer. Moi, par exemple, parfois je suis là, j'écris à l'équipe support qui j'aime un livre. J'ai dit, ok, j'ai publié tel livre, je ne vois pas la page de couverture, il y a tel, ils envoient et après ils me répondent. C'est parce qu'au fait, il y a aussi des gens qui ne savent pas comment réclamer leurs droits. Parce que tout d'abord, nous-mêmes, c'est comme si nous-mêmes on se triche. Il y a le droit, il y a aussi il y a une chose de savoir le droit, il y a une chose aussi de savoir comment appliquer le droit. Il est une chose aussi de savoir comment revendiquer ces droits. Parce que beaucoup de gens connaissent le droit, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas. Donc, plus vous ne connaissez pas, plus on vous triche. C'est comme vous-même, vous trichez aussi. Et plus vous connaissez, il est une chose aussi de savoir comment revendiquer. Donc, vous allez sur les plateformes comme par exemple YouTube. Vous pouvez écrire à l'équipe support YouTube ou bien vous allez sur Google, le lien ou bien l'adresse mail de l'équipe support YouTube, on vous envoie ça.
et vous revendiquez. Vous envoyez par exemple dans votre message mail le lien de votre contenu, vous envoyez la description, vous notifiez et on va bloquer le compte de la personne. C'est Oui. comme ça marche. Maintenant, lorsque par exemple on se limite, on prend l'exemple d'une œuvre, d'un roman qui a été produit et que l'inspiration est venue d'un autre écrivain, d'un autre auteur, est-ce qu'à défaut de rentrer en contact avec l'auteur, on peut signifier dans le livre que l'inspiration a été tirée de quelqu'un d'autre? Bon, en fait, bon, il y a des gens qui sont sur le plan intellectuel honnêtes. On appelle ça l'honnêteté intellectuelle. Et donc, l'honnêteté intellectuelle voudrait que si vous reproduisez quelque chose qui appartient à quelqu'un, vous notifiez que cette citation-là vient de cette personne, ou bien ça, là, ça vient de cette personne-là. Ou bien, par exemple, à la fin de l'ouvrage, par exemple, ou bien à la fin, vous notifiez, ou bien vous, dans votre bibliographie, vous faites des références pour dire qu'en fait, vous avez consulté d'autres sources pour vraiment ajouter un plus à votre connaissance. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si on prend toujours la question de contenu sur, par exemple, TikTok, sur Facebook ou en tant qu'influenceur, on a eu à produire une vidéo et que d'autres l'ont exploitée, est-ce qu'il y a possibilité de réclamer des droits pécuniaires? Des droits, c'est possible. En fait, c'est parce que, par exemple, en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de réclamer leurs droits, comme ça se fait en France ou bien aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, vous allez voir quelqu'un traduit en justice un membre de sa famille, ou bien son papa, ou bien sa maman. Oui. Mais en Afrique, c'est un peu rare. C'est un peu rare parce que souvent, on a un peu peur. On a un peu peur. Et aussi, on ne veut pas se créer des problèmes. On ne veut pas non plus créer des problèmes à quelqu'un d'autre. C'est comme si, au fait, si vous savez que vous avez vraiment travaillé pour quelque chose, vous avez vraiment en fait ce courage aussi d'aller réclamer la chose. C'est parce que vous voyez, les gens aussi ne réclament pas parce que eux aussi savent pertinemment qu'ils ont recopié. Ils savent pertinemment qu'ils ont recopié. Donc, si vous savez que vous avez vraiment bossé, vous avez vraiment travaillé pour produire ce contenu de qualité, vous avez le droit de réclamer même des compensations financières. Oui, et dans ce cas, comment est-ce qu'on procède? Bon, tout dépend de la plateforme. Oui. Tout dépend de la plateforme. Sur Facebook également, vous pouvez être en contact avec l'équipe support. En fait, que ce soit les plateformes, si vous êtes en ligne, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous devez savoir qu'il est vraiment impératif de savoir aussi comment entrer en contact avec l'équipe support de la plateforme. Oui. Et on se rend compte que dans la pratique, beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas. C'est pourquoi je parle de formation, parce qu'il est vraiment important, primordial, que les jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux apprennent à vraiment interagir avec les équipes support. Si vous êtes sur LinkedIn, il y a l'équipe support de LinkedIn. Il y a même des numéros que vous pouvez appeler directement. Que vous soyez au Togo, que vous soyez en France, aux États-Unis, vous avez la possibilité d'appeler directement l'équipe support, soit en dehors du fait que vous avez la possibilité d'envoyer des messages mail, vous pouvez également les appeler directement, soit en anglais ou bien en français, si vous parlez l'anglais. D'accord. Donc, l'information est lancée à tous les créateurs de contenu. Approchez-vous des supports juridiques, comme vous l'avez dit, de toutes les plateformes. Alors, parlons de droits d'auteur, nous allons explorer de fond en comble le sujet. Il arrive des situations où on crée un contenu et peut-être quelques mois après, quelques semaines après, l'élément devient viral. Mais avant sa viralité, on n'a pas eu peut-être le réflexe de l'affecter de notre droit d'auteur. Est-ce qu'il y a possibilité de rétroactivité dans ce cas? Oui, il y a une possibilité de rétroactivité parce que ça vient de vous. Ça vient de vous. Et quelqu'un d'autre ne peut pas s'auto-proclamer créateur de votre propre contenu. Si vous savez que ce contenu est devenu viral, tout d'abord, si c'est devenu viral, est-ce que vous avez la possibilité d'être payé sur Facebook? Parce que actuellement, Facebook aussi paye. Hein. Ah oui. Facebook aussi paye, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Et aussi, il faut savoir quel Facebook vous utilisez. Facebook aussi paye, YouTube aussi paye, TikTok aussi paye. Donc, si le contenu est viral, bon, tout dépend de comment est-ce que vous l'utilisez, vous serez payé également. Ce qui nous intéresse, c'est la démarche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, si par exemple, TikTok a fixé des conditions, n'est-ce pas? Oui. YouTube également. Donc, vous êtes payé en fonction du nombre de vues, en fonction de votre visibilité. Donc, si vous êtes sur le point d'être payé même, l'équipe même vous notifie. Vous savez que vous recevez naturellement
une notification sur la plateforme que non, ok, vous pouvez retirer telle somme d'argent. Si votre compte est monétisé. Parce qu'il faut aussi qu'on enseigne aux gens comment monétiser, par exemple. Si vous êtes sur YouTube également et sur TikTok aussi, il y a aussi des gens qui vous enseignent comment monétiser ces plateformes-là. Et aussi, si vous allez sur Facebook aussi, bon, renseignez-vous, vous allez voir que non. Et beaucoup de gens aussi ne font pas des recherches, c'est ce qui n'est pas bien. Ouais, c'est ce qu'on cherche qu'on trouve. C'est ce qu'on cherche qu'on trouve. Par exemple, vous allez sur Facebook, il y a des gens qui font le commerce. Il y a aussi une façon de booster, par exemple, le produit que vous avez mis en place sur TikTok ou bien sur Facebook. Bon, il y a des gens qui reçoivent des paiements ou bien qui ont des millions de vues, par exemple, sur TikTok. Mais les gens ne savent pas que c'est des contenus boostés et payés. Parce que ces plateformes sont des plateformes aussi qui sont dans le business. C'est comme vous devez payer également cette plateforme pour aussi recevoir quelque chose en contrepartie. Et en business, c'est une négociation gagnant-gagnant. Ça, si vous comprenez. Donc, du coup, si vous savez comment aussi booster ces plateformes, vous avez la possibilité également de recevoir aussi des compensations, des rémunérations. Et d'y recourir. C'est Alors, on constate sur les réseaux sociaux que par moment, on se copie, on se forme à travers les contenus des autres. Et il arrive des situations où on copie parfois des recettes de cuisine d'autres créateurs. Parce qu'on est créateur de contenu, on a vu un plat qui a été fait par quelqu'un. Et nous aussi, on a envie de reproduire la même chose. Peut-être on change un peu le cadre ou on le fait en langue locale, en langue maternelle. Est-ce qu'on a des risques de poursuite si on procède de cette manière? Oui, c'est possible qu'on ait des poursuites, mais le sujet c'est que, ok, si la personne veut tout d'abord publier son contenu, il faut s'assurer que la personne a déjà posé des conditions. Par exemple, si je veux vraiment exploiter une vidéo et reproduire la vidéo comme je le veux, moi je dois faire des informations sur la vidéo. Par exemple, si je prends un livre, par exemple, vous prenez un livre, vous allez voir que non, tout se doit réserver, la personne pose des conditions. Là, vous ne devez pas exploiter le livre pour faire ci, pour faire ça. Ça, si vous comprenez. Donc, si la personne publie une vidéo et que la personne elle-même n'a pas fixé des conditions, n'a pas posé des limites juridiques, vous pouvez exploiter. Et si la personne vous dénonce, qu'est-ce qui prouve que cette vidéo vient de cette personne-là? Rien ne prouve. Rien ne prouve. Ok. Sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de copier, reprendre les trends et on parle en même temps de plagiat. Quelle différence il y a entre ces éléments-là et quel élément peut être source de sanction pour un individu? Ok. La différence entre le plagiat. Oui. Oui. Le fait de reprendre une trend, copier Oui. quelque chose. Oui. Bon, le plagiat, c'est quoi? C'est reproduire exactement ce qu'une personne a déjà reproduit. Par exemple, si par exemple, ce qui fait que le système détecte automatiquement ce que vous avez recopié des gens, c'est en fait reproduire de la même chose, de la même manière, la même chose de la même manière. Si vous, par exemple, vous prenez, euh, par exemple, un contenu ou bien un ouvrage et que vous paraphrasez, c'est-à-dire que vous prenez un thème par sa définition, rien n'est sûr que vous avez fait du plagiat. C'est parce que des gens sont tellement aussi, excusez-moi le terme, paresseux et négligents, qu'ils ne veulent pas travailler sur ce qu'ils apprennent des autres. Vous voyez? Ils ne veulent pas travailler sur les choses et ils reproduisent exactement. Et c'est ce qui amène le plagiat. Par exemple, quand on recopie par exemple les trends, bon, ça, rien n'est sûr aussi que quelqu'un aussi peut poursuivre quelqu'un à cause d'un trend, par exemple. Ça, si vous comprenez. Parce qu'un trend, c'est un trend, bon, par rapport à la dimension juridique, bon, il n'y a pas de lois qui ont été élaborées là-dessus. Ça, si vous comprenez. Oui. C'est ça. Oui, justement, il n'y a pas de loi ou il y a une insuffisance au niveau des instruments juridiques. Selon vous, quels sont les types de dispositions qu'il faut mettre en œuvre pour renforcer, protéger les œuvres produites par des créateurs de contenu? Ça, c'est une très belle question. Au premier abord, par exemple, quand on prend, par exemple, nos pays africains, ou le Togo, par exemple, il faut que les autorités soient bien formées également. Parce que, par exemple, si les autorités ne sont pas aussi bien formées, ils auront aussi de la difficulté à adapter ces contenus juridiques, ces lois juridiques aux réalités que nous vivons.
Parce que, par exemple, si on sanctionne quelqu'un parce que cette personne a dit telle chose, c'est comme si actuellement vous allez voir les ONG qui réclament, qui disent que non, on m'a sanctionné à cause de ça, on m'a sanctionné à cause de ça. Oui. Par exemple, quand on prend par exemple la loi que je viens de mentionner contre la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, la loi de 2018, alinéa 026 que je viens de mentionner, et la loi de la presse, sur la presse 2018, alinéa 001, si je ne me trompe pas. Vous voyez, vous allez voir qu'il y a trop de restrictions. Il y a trop de restrictions et l'opinion publique dit que non, que c'est des moyens pour dissimuler ces contenus juridiques. C'est des moyens en fait pour qu'ils utilisent pour légitimer leur défense. Vous voyez, donc du coup, il est très important que les autorités se soient formées parce qu'actuellement, vous n'avez pas savoir, nous sommes au 21e siècle et les choses changent. Les choses changent, c'est qu'il faut adapter également ces lois à notre réalité. Vous voyez, on ne peut plus adapter les mêmes lois qui existaient avant à ce 21e siècle parce que de jour en jour, les choses changent. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si par exemple, vous avez reçu un diplôme à l'université d'Harvard, par exemple, après 6 ou 7 mois, votre connaissance devient obsolète. Je suis désolé de vous le dire. Pour les gens qui aiment dépenser des millions sur des études, des formations, parce que c'est bien, mais il faut s'adapter. Et la loi aussi doit être adaptée à la réalité. Mise à jour. Une mise à jour. Vous voyez. Également, il faut aussi que beaucoup d'écoles, hormis les écoles que nous venons de voir, soient créées pour renforcer la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Mais heureusement pour nous, il n'y a pas beaucoup de ce genre de choses-là ici, contrairement à d'autres pays. Mais il faut qu'il y ait plus de formation dans le domaine. Vous voyez. Très bien. Ok, c'est noté et je pense que l'information est passée. Merci beaucoup. Au niveau des auditeurs. Un dernier mot pour nos auditeurs et spécialement pour les créateurs de contenu. Pour les auditeurs, les créateurs de contenu, les écrivains, il est très important que vous receviez plus de connaissances. Parce que vous êtes limité en fonction de votre connaissance. Et vous vous autodétruisez à cause de votre manque de connaissances. Donc, vous devez aller à la recherche, connaître les lois juridiques qui régissent les droits d'auteur, la création des contenus, il est très important. Et également, il est très important que les jeunes vraiment se méfient beaucoup. Ils se méfient beaucoup du fait de copier, du fait de reproduire exactement les mêmes ouvrages qui appartiennent à d'autres personnes et vraiment de faire un travail sur eux-mêmes, un travail et de devenir des créateurs eux-mêmes. Parce que quand vous devenez des créateurs, vous évoluez facilement. Il est une aussi de savoir aussi comment apprendre à vraiment vous adapter continuellement. Merci beaucoup. Merci à vous. On retient de votre mot de fin qu'il faut aller à la recherche de l'information, qu'il faut être créatif, qu'il faut aller dans l'innovation. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Prince Mali Dieudonné, c'était un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de l'heure du droit. Merci beaucoup. À très bientôt, chers auditeurs. Restez fidèles au programme de Radio Djina. C'était Meshak Nyaro au micro.